À 19h45, Labari Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 8 août 2021. Ce soir, comme tous les dimanches, nous accueillons comme invité du journal Ouedraogo Bila Abdoulaye, coordinateur de l'ONG ADREB. ADREB, c'est Action pour le développement rural et l'éducation de base. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau de la télévision Labari. Merci. Avec vous, on parlera de ce phénomène qui gangrène les examens de fin d'année, la tricherie, la fraude et la corruption. Mais en attendant, suivant le déroulé de l'actualité. En mission au Niger, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, est porteur d'un message du président de la transition malien, Assimi Goïta, au président de la République, Mohamed Bazoum. Le ministre Diop est venu clarifier la position de son pays avec le Niger. À cet effet, il a accordé un entretien avec la télévision Labari. Suivez un extrait. Nous sommes là aujourd'hui à Niamey, porteur d'un message du président, son Excellence Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, qui m'a fait l'honneur de me dépêcher auprès de son frère aîné, le président, son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Il s'agit essentiellement de concertation régulière entre nos chefs d'État. Et dans le cadre de cela, il m'a chargé d'apporter un message d'amitié, un message de fraternité, un message de solidarité au président et au peuple nigérien. Sachant qu'aujourd'hui, le peuple du Niger a été affecté par des inondations, a été également affecté par des attaques terroristes et que nous réaffirmons notre sympathie, notre solidarité et nos condoléances au peuple nigérien et à son président. Donc ceci faisait partie du message que je devais apporter, mais aussi rassurer le président Bazoum que le peuple malien, le président Goïta sont désireux d'œuvrer au renforcement des liens fraternels, des liens d'amitié, des liens multiséculaires de toute forme qui existent entre nos deux pays, et pays qui sont aujourd'hui condamnés de vivre ensemble, pays faisant face à des défis communs, la lutte contre le terrorisme, l'insécurité, les questions de développement qui sont aujourd'hui des défis communs sur lesquels nous devons travailler. Voilà, en séjour également au Niger, l'émir de Kano a visité hier samedi l'université islamique du Niger en compagnie du ministre de l'enseignement supérieur PhD Mahmoud Jibo. El Hadj Aminou Ado Bayero est allé voir le complexe universitaire en vue d'un éventuel appui. Compte rendu Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Ce déplacement de l'émir de Kano à l'université islamique du Niger vaut tout son pesant d'or. Aminou Ado Bayero a effectué cette visite pour d'abord découvrir ce joyau, mais surtout pour voir comment appuyer cette université pour promouvoir la culture islamique. Très émerveillé de ce qu'il a découvert, l'émir de Kano a pris l'engagement de soutenir l'université. Mieux, il a promis de mener des plaidoyers en faveur de cette université de renommée internationale. Ce que j'ai vu ici, ça me réjouit à plus d'un titre. C'est un investissement énorme. Déjà, l'initiateur a fait un pas. Il nous revient donc maintenant de continuer sur ce qui est fait, car cette université n'est pas seulement pour le Niger. Jamhuriya ta Nijar akwai alaka mai kyau kuma muna ganin akwai gudunmawa da za mu iya bayarwa domin ci gaban wannan jami'a ci gaban mu ne baki daya ba kawai mutanen Nijar bane mutane ne daga kasashe daban-daban
da Nigeria, da Mali, da Mauritania dukkaninsu sun hada. Il reçoit aussi les étudiants du Nigeria, du Mali et de la Mauritanie, etc. Donc nous allons mener des actions de plaidoirie auprès de ceux qui s'intéressent de ce genre de projet pour pouvoir appuyer l'université. Vraiment, je suis satisfait. Nous ne pouvons que remercier Dieu. Wasu daga cikin mutane na baya suka taimaka da fatan Allah ya ba mu nasara kuma kamar yadda nake faɗa ayyuka irin wannan sai an samu shugabanni na gari waɗanda za su mayar da hankalinsu domin a samu irin wannan. Cette visite de l'émir de Kano avec son staff à l'Université islamique du Niger est saluée à sa juste valeur par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le professeur Mahmoud Djiboy qui se réjouit de l'intérêt que l'émir accorde à cette université qu'il a d'ailleurs décidé d'épauler. C'est un réel réconfort qu'une telle autorité spirituelle, morale et politique inscrive à son programme la visite de notre université islamique. Je pense que nous ne pouvons qu'en être fiers et au nom de l'ensemble du personnel administratif, le recteur, le vice-recteur, le secrétaire général, tous les enseignants, les étudiants, les BAT, je ne peux que me réjouir de cette visite. Mais le simple fait qu'il ait pensé à nous, qu'il ait pensé à cette université, signifie son intérêt pour l'enseignement supérieur, pour l'enseignement islamique, son intérêt pour le développement de ces deux segments de l'enseignement au Niger. Nous en sommes reconnaissants et nous remercions également le président de la République qui a bien voulu accepter l'organisation de cette visite. Ce complexe a été mis à la disposition du Niger par l'Organisation de la coopération islamique OCI pour former les étudiants dans les domaines de la santé, l'agronomie, l'économie, l'administration, etc. L'Université islamique du Niger dispose également de plusieurs filières de formation, à savoir production animale, production végétale, gestion environnementale et forêt, entre autres. Parlons éducation, toujours des cas de fraude et corruption constatés pendant les examens de fin d'année. Et c'est malgré toutes les dispositions engagées par le gouvernement pour des examens propres. Ces phénomènes de tricherie qui gangrènent l'école nigérienne inquiètent les acteurs de l'éducation. Suivant à ces propos, Maître Marie Marandoda. Les fraudes aux examens sont dues à plusieurs paramètres, dont parfois la négligence même des parents pour la formation de leurs enfants, l'insuffisance du niveau des candidats et avec les grèves, et parfois les enseignants eux-mêmes sont pour quelque chose dans la mesure où ce n'est pas tous les enseignants qui finissent en tout cas leur programme de l'année dans un niveau donné. Vous savez, le président de la République, lors de sa campagne présidentielle et lors de son investiture, en tout cas, s'est engagé à lutter avec, en tout cas, des problèmes de la nation, dont la lutte contre, en tout cas, la corruption, les infractions assimilées et, en tout cas, la fuite et les fraudes aux examens, parmi tant d'autres adversités. Alors aujourd'hui, il s'agit de la lutte en tout cas contre la corruption, les infractions assimilées et en tout cas les fraudes et les fuites aux examens. Vous voyez, on a fait en tout cas des interventions dissuasives pour essayer d'éviter ces fraudes-là. Mais hélas, ça s'est produit à tous les niveaux. Nous, parents d'enfants, notre plainte principale commence par 3 reports d'examen en une seule année. 3 examens ont été reportés. Ce n'est pas bon. Pour un bon élève régulier au cours et pour un élève qui a un niveau, le report des examens casse déjà son courage pour faire les examens. Vous avez vu, 3 examens ont été reportés. Le BPC, le bac, le BTS. Ça, c'est lourd pour nous. De l'autre côté, un enfant, aujourd'hui, ce qui s'est produit au BPC et ce qui s'est produit au bac est déplorable pour nous.
Parce que dans tout ça, là, il y a ce qu'on appelle l'impunité. On a beau crier l'impunité. L'impunité au Niger actuellement, au XXIe siècle, il est très difficile de lutter contre l'impunité, contre la corruption et contre, en tout cas, beaucoup d'autres paramètres que nous vivons dans notre pays. Vous voyez, aujourd'hui, voilà, on a fait à titre dissuasif des examens au BPC propres. Ils ont été, en tout cas, assistés d'irrégularités au BPC. On a pris des gens. Au bac, il y a eu encore de fraude. On a pris des gens. Au bac, plus d'une vingtaine. Et c'est la vingtaine prise va encore attirer combien d'autres. Vous voyez? Et on a dit que quand quelqu'un est pris la main dans le sac, voici les sanctions qu'il va subir. Est-ce que ces sanctions seront appliquées? Et même si on les applique, moi je dis que c'est à tort. Voilà, M. Ouedraogo Villa Abdoulaye, je rappelle que vous êtes coordonnateur d'une ONG, notamment l'ONG ADREP, Action pour le développement rural et l'éducation de base. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ces phénomènes de tricherie, de fraude qui gangrènent les examens de fin d'année? Bien, bonsoir M. Sofo. Je vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer sur la fraude aux examens en général, mais aussi je profiterai de l'occasion pour vous demander d'un peu ouvrir le débat, enfin l'entretien sur le système scolaire, le système scolaire en général. Maintenant, pour revenir à la fraude, bon, tout à l'heure, le précédent intervenant a fait la genèse. Enfin, dans les acteurs de la fraude, il y a les enseignants, il y a les parents. Bon, chacun à son niveau a une part de responsabilité, certes. Et il a parlé aussi de 3 reports. Moi, je pense que ces reports sont des reports qui s'imposent parce que ce sont des reports techniques. Donc, ce sont des reports qui s'imposent pour pouvoir préparer davantage les examens. Ça rentre de l'organisation des examens. Le ministre PhD Mamoudou Ibo l'a dit pour le report du bac. C'est technique et c'est de concert avec les syndicats que ce report a eu lieu. Maintenant, pour revenir aux enseignants, moi je dirais que c'est vrai. Nous sommes dans un système, le même système, vous allez voir, d'autres finissent le programme avant les autres. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la question à se poser, parce que les cours ne commencent pas en même temps. Il y a ce problème. Il y a des écoles où il n'y a pas de grève. Il y a des écoles où les enseignants vont en grève. Donc, ça joue sur le temps scolaire. De facto, ça se reporte sur le programme. Il y a aussi la compétence des enseignants. C'est vrai. Les enseignants, nous avons des enseignants professionnels. Nous avons certains enseignants qui n'ont pas la pédagogie. Et il y a aussi, il a parlé des parents. C'est vrai, il y a le problème des parents. Il faut que les parents sensibilisent leur progéniture. Il faut qu'ils leur disent que les examens, ce n'est pas en fin d'année. Ce n'est pas en fin d'année. Les examens, ça se prépare dès au début de l'année. L'enfant ne va pas dormir sur ce laurier pour dire que c'est en fin d'année qu'il va se réveiller pour préparer les examens. Non, l'examen, c'est tout au long de l'année. Il faut que les enfants et les parents, de temps à autre, aillent rencontrer le corps professionnel au niveau de l'administration, s'enquérir vraiment de l'évolution des études de leurs enfants. Il y a peu de parents qui font ça. Un autre phénomène encore, au niveau des établissements scolaires, il y a les structures, les COGES. Les COGES qui ne sont pas opérationnels à 100%. Parce que si les COGES étaient opérationnels à 100%, il y a beaucoup de problèmes qu'on pouvait éviter au niveau des écoles, des établissements. Donc vraiment, moi je pense que c'est vrai, il a appelé de l'impunité aussi.
Il a parlé de l'impunité. Et je pense que cette fois-ci... Oui, mais selon vous, Ouédraogo, M. Ouédraogo, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Les élèves sont aujourd'hui beaucoup tentés par la tricherie, par la fraude. Regardez le dernier examen sur le baccalauréat. Selon un communiqué des élèves de l'Union des scolaires nigériens, 80 élèves ont été pris la main dans le sac à cause de la tricherie. Alors, qu'est-ce qui explique cela, cette tentation des élèves à vouloir tricher? Bon, c'est vrai, de tout temps, la fraude a toujours existé. Hein. Mais cette fois-ci, ça a pris des degrés inquiétants. Oui. C'est vrai. Mais il y a aussi les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, que les enfants maîtrisent et qui sont en train de mettre à profit. Mais surtout, il y a moi, je crois que les parents doivent jouer un grand rôle dans ça, dans la fraude. Il faut que les parents sensibilisent leurs enfants. Il faut qu'ils leur disent qu'ils leur fassent comprendre que seul le travail doit payer. Mais est-ce que quelque part les parents aussi ne sont pas responsables? Parce qu'aujourd'hui ici, on demande à un élève d'amener 200, 300 000 pour qu'il passe son examen. Est-ce que l'élève va trouver l'argent là? Ça veut dire qu'il y a une complicité aussi. Donc là, vraiment, il a pris d'impunité. Là, vraiment, ceux qui ont été pris, il faut que vraiment la sanction tombe. Comme ça va servir d'exemple aux autres. Parce que là, quand il y a toujours à laisser aller là, ça va prendre d'ampleur en ampleur. Oui. C'est vrai, il y a des parents qui, je ne sais pas, mais en réalité, normalement, un parent doit éduquer son enfant dans le sens du travail. Dans le sens du travail. Il faut que l'enfant arrive à comprendre que seul le travail paye. Il doit se mettre au travail. Donc, en somme, pour vous, ici, les responsables, ce sont les parents? Bon, je ne dis pas, bon, les parents ont une grande responsabilité, certes, mais j'aurais cru comprendre que dans les 80 là, il y a des enseignants, je ne sais pas, il y a des enseignants qui ont créé des réseaux. Mais si c'est ça, c'est malheureux. Parce que nous sommes des enseignants. Et enseignants, on sait que l'enseignant doit savoir que seul le travail paye. Si l'enseignant fait correctement son travail, il doit appuyer, encourager les enfants à aller dans ce sens. Et non à passer par des chemins détournés. C'est malheureux. Donc vraiment, je pense que vraiment, c'est partagé. Hein. Les responsabilités sont partagées. Il y a même l'État, quelque part. Vraiment, les responsabilités sont partagées. Alors, M. Ouédraogo, qu'est-ce que vous pensez de l'implication de la Halcia par le gouvernement pour des examens propres? Bien. Examen, vraiment, nous avons tous passé des examens. Déjà, quand on est candidat, il y a la pression. Il y a la pression. Les Halcia, moi, j'aurais cru comprendre que les Halcia va se limiter au niveau des salles, au niveau des centres d'examen. Mais la dernière fois, j'ai vu des responsables Halcia jusqu'à ouvrir des enveloppes. Moi, je crois que ça, c'est le travail. Il y a un président du jury. Et il y a, dans chaque salle, il y a 3 surveillants. Je crois qu'il ne faut pas mettre trop la pression sur les candidats. S'il y a trop de pression, déjà l'examen même en tant que tel, c'est une pression pour les candidats. Il y a les surveillants qui sont là. Il y a les Halcia qui viennent dans les salles. Non, c'est trop. Moi, je pense que les Halcia ne doivent pas aller dans les salles. Ça, c'est la responsabilité des enseignants. Ce n'est pas que je demande à ceux qu'on écarte la Halcia. Non, la Halcia doit faire son travail. Mais peut-être rester avec les agents de sécurité dans la cour. Mais pas aller dans les salles jusqu'à ouvrir des enveloppes. Ça, c'est le travail des enseignants. Le président du jury, il est où? C'est le travail des enseignants et des surveillants. Mais la tricherie, c'est dans les salles. Oui, même c'est dans les salles. Les surveillants, ils sont là pourquoi? Ils sont là pourquoi? De tout temps, les surveillants, ils sont vigilants. Il y a 3 surveillants par salle. On parle aussi de la corruption au niveau des enseignants et correcteurs aussi. Non, les surveillants, je crois que vous n'êtes pas du système. C'est pourquoi peut-être vous ignorez comment se font le choix des présidents et des surveillants. Ce n'est pas les mêmes enseignants qui surveillent les élèves. Non, non, non. Et puis bon, nous sommes tous pour la réussite du système. Moi, je vois mal un agent de la Halcia juste dans la... Ça fait trop de pression. Mettez-vous à la place de ces enfants-là. Qu'est-ce que la Halcia faisait tout le temps là, pendant la rentrée scolaire? Tout le temps de processus. Ils peuvent
passer dans les écoles pour se sensibiliser. Il y a même des musiciens qui passent dans les écoles. Il y a des journées, telle journée dans telle école. Mais tout ce temps-là, l'ALCIA pouvait profiter, sensibiliser les candidats. Au lieu de les trouver dans les salles. Dans la salle, moi, je trouve que c'est trop de pression. Il y a trop de pression. Il faut mettre l'année à profit. Tout au long de l'année, ils ont tout le temps pour les sensibiliser. La même chose que fait l'ANAP. L'ANAP prend le temps pour sensibiliser les candidats sur les possibilités qu'ils ont. Donc, l'ALCIA aussi n'a qu'à faire la même chose. Et non attendre le dernier moment pour venir sensibiliser les élèves en situation d'examen. Moi, je trouve que c'est trop de pression. Vraiment, c'est trop la pression. L'ALCIA, vraiment, dans les salles, moi, je désapprouve ça. Monsieur Ouédraogo, qu'est-ce que vous pensez du programme du président de la République, Bazoum Mohamed, domaine éducation? Bien. Vous savez que le système aujourd'hui, la base 1 et la base 2, le secondaire et le primaire sont jumelés. Et dans le programme rénové, dans le programme du président de la République, il y a ce que les nouvelles autorités viennent de nous présenter. Il y a 3 axes. Il y a 4 axes, pardon. Et quand nous prenons par exemple l'axe de la scolarisation de la jeune fille, moi je veux, dans le domaine de l'éducation en général, je vais m'appesantir beaucoup sur le système, sur l'enseignement primaire. Quand vous prenez l'axe 2, la scolarisation de la jeune fille, selon ce qu'on nous a présenté, la scolarisation de la jeune fille, il y a eu des mesures qui sont en train d'être prises, qui ont déjà commencé, notamment les cantines dans les communes. Ça, c'est pour les filles qui vont arriver au niveau des communes. Moi, je sais de quoi je parle. Je suis un inspecteur de terrain. Et quand vous partez dans les villages, il y a d'ailleurs une étude qui a démontré ça, il y a jusqu'à 33,9% des élèves scolarisables qui ne vont pas à l'école. 33,9%. C'est beaucoup. À ce niveau, qu'est-ce qui est fait? Dans les axes qu'on nous a présentés, à ce niveau, qu'est-ce qui est fait? Pourquoi, en général, ces 33,9%, on puisse les faire venir à l'école? Je ne vois rien. En dehors de tout temps, il y a eu appui, ration sèche aux mères, aux parents qui ont des filles à l'école. De tout temps, il y a eu ça. En dehors de ça, je ne vois rien. Qu'est-ce qui est fait spécifiquement pour que les enfants qui sont hors du système puissent entrer dans le système? Et ça, c'est au niveau, c'est dans les villages. Par rapport à ça, je n'ai rien vu vraiment de concret. Maintenant, sur l'axe 3, développement du capital humain, c'est vrai, c'est bon que les enseignants soient dans les conditions pour travailler. Moi, j'étais enseignant, craie à main, je sais de quoi je parle. Mais le schéma, actuellement, le schéma que le ministère est en train d'utiliser pour former les enseignants, ce schéma-là n'est pas bon. En tout cas, au niveau de l'enseignement primaire, la position centrale conçoit les modules, ils vont en région, on regroupe les inspecteurs et conseillers pédagogiques, on les forme. Maintenant, chaque inspecteur et conseiller retourne dans sa région pour former les directeurs d'école. Les directeurs d'école, à leur tour, retournent chacun au niveau de son école pour former ses enseignants. Ça n'a pas de portée, il n'y aura aucune valeur ajoutée. Il faut qu'on revienne à l'ancien système. L'ancien système, la position centrale va faire les formations au niveau des régions. Au niveau des régions, c'est les inspecteurs, les conseillers qui vont faire les formations au niveau des CAPED. Au niveau des CAPED, tous les enseignants se retrouvent. Ils se retrouvent tous. De toute façon, ils sont tous formés. Quand ils retourneront dans leur école, comme ils sont tous formés, ils peuvent s'auto-former. Mais le schéma actuel, là, ils vont retourner dans leur école pour se former. Il y en a qui ne font même pas la formation. Et surtout qu'on sait que maintenant, plus de la moitié sont des enseignants sans formation. Ce n'est pas des enseignants professionnels. Donc vraiment, le schéma, là, ce n'est pas bon chez nous, au niveau de l'enseignement primaire. Il faut qu'on revienne à l'ancien schéma. Il faut qu'on revienne à l'ancien schéma. Pour pouvoir vraiment permettre au CAPED de fonctionner. Et c'est ça qui va vraiment amener une valeur ajoutée au niveau des enseignants, dont la majorité sont sans formation initiale. Monsieur Ouédraogo, pour finir avec vous, qu'est-ce qu'il faut pour remédier à tous ces maux qui minent l'éducation au Niger? C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Mais moi, je veux un peu m'appesantir sur les problèmes de moyens. Un inspecteur chef de service
qui a une entité et qui n'a pas de moyens de déplacement, je sais de quoi je parle, il n'a pas de moyens de déplacement. Il y a plus de 50 écoles à sa disposition, dont certains sont jusqu'à plus de 100, des terrains inaccessibles. Un chef de service, moi je ne dis pas de mettre à disposition des inspecteurs, de tous les inspecteurs de véhicules, ce n'est pas facile, surtout maintenant avec la multitude d'inspections qui a été créée. Je crois que même la carte scolaire, ça, le président l'a dit, il faut revoir la carte scolaire, parce que trop d'écoles, il n'y a pas assez d'enseignants formés, trop d'écoles. Il faut qu'on revienne l'école centre. Au village, là, il y a une école. Tous les villages, petits villages environnants, là, ils viennent prendre cours au niveau de l'école mère. Vraiment, là, c'est bon. Donc, il faut donner les moyens aux inspecteurs de se mouvoir. Ne serait-ce que de DT. Ne serait-ce que de DT. Comme on faisait avant. Comme avant. DT. Et il faut aussi que les conseillers pédagogiques aient des moyens de déplacement. Maintenant, dans le cadre de la formation, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont sans formation initiale. Nous avons expliqué, moi je suis présentement au ministère de la direction de l'enseignement privé. C'est la première fois que vraiment, il y a beaucoup, au niveau de l'enseignement privé, il y a beaucoup d'écoles privées qui sont en train de faire beaucoup. Hein. On doit vraiment féliciter beaucoup. Mais il y a beaucoup, puisque dans le PSF, il est dit que le recrutement des enseignants ne doit se faire que dans le cadre du vivier des sortants des génies. Quand vous partez dans certaines écoles, notamment privées, là, il y a beaucoup d'enseignants qui sont sans formation initiale. Alors qu'il est dit qu'on ne doit que recruter dans le vivier. Je ne dis pas que ces gens-là, il faut les remercier, mais il y a une sensibilisation qu'il faut mener. Tout en étant sur le terrain, le ministère organise chaque année un concours. Tout en étant sur le terrain, ils peuvent postuler à ce concours. Quand ils vont admettre, les inspecteurs, les conseillers vont venir et les inspecteurs vont venir les trouver dans la classe pour faire une pratique. Et ils vont avoir le diplôme. Donc vraiment, il y a ce problème de formation. Il y a les moyens. Il faut que vraiment on dote les inspections de moyens. Et ça fait longtemps, depuis 2009 à ma connaissance. Depuis 2009 à ma connaissance, que le ministère ne dote plus les écoles de manuels. Or, on sait que l'enseignement, il faut des manuels, il faut des supports. Depuis 2009, à ma connaissance, depuis 2009, que 2009 c'est même un, comment dirais-je, c'est autant de Samba. C'est un marché qui a été donné à un privé et il amène. C'était bien, hein? Parce qu'à ce moment, j'étais sur le terrain, c'était bien. On dotait les écoles. C'était un privé qui a eu le marché, il dotait les écoles. Présentement, il n'y a plus de manuel dans les inspections. Les enseignants n'ont pas de manuel. Donc il faut voir ce problème de manuel. Parce que sans support, il ne peut pas bien enseigner, surtout nos jeunes enseignants qui sont sans formation initiale. Vraiment, c'est... Voilà, M. Ouedraogo, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordinateur d'une ONG ADREB, Action pour le développement rural et l'éducation de base. Voilà, monsieur, dames, c'est tout également pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.